Salut! Youpi, une nouvelle vidéo, youpi, youpi, youpi! J'espère que vous allez bien, évidemment. Alors j'ai réfléchi pendant longtemps sur quoi je pouvais faire une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire une petite liste d'une dizaine de séries que je conseille à voir. Pour éviter de m'éparpiller, je me suis dit que j'allais me concentrer uniquement sur les séries qui avaient à ce jour qu'une ou deux saisons de sortie, ce qui permet un peu de restreindre et de taper dans les choses qui sont plus ou moins récentes. Parce que effectivement j'avais pas envie de vous faire une vidéo où je vous conseille Game of Thrones, The Walking Dead, Breaking Bad. Et j'avais aussi dans l'idée de me dire que si jamais vous vouliez commencer une de ces séries, vous auriez pas 8 saisons à rattraper d'un seul coup et que du coup vous pouviez vous lancer dans quelque chose de nouveau mais court. Parce que par exemple, moi j'ai regardé Dexter longtemps après tout le monde, alors j'adore Dexter, c'est une très très bonne série, mais se taper toutes les saisons d'un seul coup comme ça, c'était quand même... Enfin je vivais, je mangeais Dexter, c'était particulier, c'était une phase très particulière de ma vie. Comme je vais pas l'attention de les catégoriser en disant celle-là c'est celle que je vous conseille absolument et celle-là peut-être un peu moins en 10e position, j'ai décidé de les classer par catégorie de type. Une catégorie dite historique, une catégorie dite générationnelle et une catégorie un peu plus science-fiction, même si je pense pas que ce soit le terme approprié. Donc on commence? On commence! Historique. Alors on va commencer par historique, comme ça on fait dans un ordre un peu chronologique dans le temps, entre guillemets. Historique. Alors dans historique, il y a seulement deux séries. On va commencer par celle que j'ai terminée le plus récemment en fait, qui est celle qui se passe dans un contexte plus ancien. Ça s'appelle The White Queen. Alors The White Queen, ça parle de quoi? Ça parle de la reine Elisabeth en Angleterre, au XVe siècle. Elisabeth qui a été mariée à Édouard IV. Il y a seulement 10 épisodes et c'est pratiquement sûr que ça sera pas reconduit d'ailleurs, qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Couvre à peu près 30 ans de l'histoire de la royauté anglaise de manière assez concise quand même, donc ça va plutôt assez vite, ce qui vous donne d'ailleurs l'impression qu'ils passent leur temps à se battre pour le royaume et qu'il n'y a aucun moment où juste ils sont contents d'être rois et reines et juste d'avoir une vie sympathique avec leurs enfants. Ça va principalement exposer et décrire la guerre des deux roses, donc entre la famille York et la famille Lancaster, en expliquant vraiment un peu tous les détails, toutes les petites choses qui ont fait que c'était la guerre tout le temps, et le frère d'Edward s'est retourné contre lui, et ensuite il est revenu, et ensuite c'était à nouveau la trahison, et puis, je veux pas spoiler, enfin en soi, de toute façon, si vous connaissez déjà l'histoire de la royauté anglaise, vous savez déjà tout ça, parce que ce que j'ai fait une fois que j'ai terminé la série, évidemment j'ai tapé les noms de tous les protagonistes dans Wikipédia en étant à quel point était-ce vrai? Faut dire que la série est assez juste, très très peu de choses qui ont été changées dans le scénario, donc ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est déjà le fait qu'on apprenne plein de choses, parce que je sais pas vous, mais moi j'étais pas si bien calée que ça sur l'histoire des rois et des reines en Angleterre. J'ai trouvé ça fascinant, les personnages féminins sont très bien, et c'est ça qui est assez intéressant parce que justement à cette époque, les femmes étaient considérées vraiment comme un objet, comme une propriété, comme une marchandise qu'on utilisait pour pouvoir solidifier des pactes entre hommes. Et donc c'est assez fou de voir comment chacune, donc que ça soit la reine Elisabeth mais aussi Anne Neville, je trouve que tous les personnages féminins sont intéressants en tant que tels. Et la religion aussi, je trouve que le rapport à la religion est assez intéressant. C'est fou de voir à quel point ça pouvait les... complètement guider leurs actes et leur façon de voir des signes un peu n'importe où et d'appeler à la sorcellerie dès qu'il se passait quelque chose. C'est une série un peu Game of Thrones mais de l'histoire d'Angleterre comme elle a été. Deuxième série dans cette catégorie d'historique mais beaucoup plus récente puisque celle-ci se passe dans les années 70 et 80, c'est la série Narco. Ou Narcos comme j'aime à dire mais c'est pas français. Narco, ça parle de quoi? Ça parle de la cocaïne, ça parle de Monsieur Pablo Escobar, grand trafiquant de drogue dans les années 80 en Colombie. Alors donc là aussi ça parle d'une personne qui a réellement existé, c'est une série policière en soi quand même, donc c'est vu via le prisme d'un policier donc à la DNA. On se poursuit un peu entre lui et Pablo Escobar. Vraiment tous les débuts en fait, la création de cet empire du cartel Medellín, comment il a commencé de rien et où il en arrivait après. Monsieur Escobar a quand même été jusqu'au Congrès colombien, on voit vraiment toutes les étapes de ça et comment il a réussi à financer tout son petit business. À la base les scénaristes ont dit qu'ils n'avaient pas fait cette série pour, on va dire, glamouriser Monsieur Escobar, qui c'est quand même une histoire assez sanglante en soi, la drogue c'est jamais très rigolo comme business. Quand même, après avoir regardé cette série,
Enfin, j'étais complètement fascinée par Monsieur Escobar en soi. Il y a des moments qui m'ont beaucoup fait rire, comme mierda. La fin de la saison 1 s'arrête à une période bien spécifique, et d'ailleurs pour le coup j'ai essayé de ne pas me spoiler en allant voir ce qui était vraiment arrivé par la suite. Et un des bons points, en fait, je trouve qui nous permet de nous immerser vraiment en fait dans l'histoire, c'est le fait que les personnages colombiens parlent espagnol et les personnages américains parlent anglais. C'est un truc que je vais reprocher par contre à une autre série un peu plus tard, pas respecté et que je trouve ça vraiment dommage. On passe maintenant à la deuxième catégorie que j'appelle donc la catégorie générationnelle, constituée de séries qui parlent de nous, de notre génération, de ce qui se passe aujourd'hui, dans nos rapports humains, etc., etc. Et il y en a 4 dedans. Une dont je veux vous parler, c'est Master of None, créée par Aziz Ansari. Aziz Ansari, si vous ne connaissez pas, enfin en tout cas moi je l'ai découvert dans Parks and Recreation, dans lequel il y a que des acteurs que j'adore, comme Amy Poehler, Aubrey Plaza, que je, je vénère, et Chris Pratt, qui est devenue une superstar depuis, mais qui à l'époque n'en était pas une dans Parks and Rec. Anyway, ça illustre en quelques épisodes le quotidien vraiment banal d'un jeune trentenaire, Dev, donc qui est joué par Aziz, à New York. Chaque épisode va avoir une thématique un peu particulière, il va y en avoir un sur la famille, il va y en avoir un sur la vieillesse, un sur le racisme, un sur le sexisme, même sur du coup les rapports amoureux, comment tout ça se construit. Et même si bon moi je suis pas, enfin j'ai pas encore la trentaine, mais je connais beaucoup de gens qui ont 28-30 ans, et je trouve que ça fait beaucoup écho à certaines choses qui m'ont partagé, sur certaines difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui quand on a 30 ans. Master of None c'est pas hilarant, c'est un humour en toute simplicité. Qui plus est, il y a une séquence que j'aimerais que tout le monde voit. Aziz, donc le personnage d'Eve, qui rentre de soirée avec un de ses amis, et une fille qui était à cette soirée aussi, qui rentre aussi. Chacun de leur côté, ils vont traverser les rues de New York de nuit. On voit vraiment donc la fille qui est en panique parce qu'elle doit faire attention au moindre recoin, qu'il y a un garçon qui la suit, et donc vraiment qui est dans cet sentiment que la rue ne lui appartient pas et qu'elle n'est pas en sécurité. Et à côté de ça, Aziz et son pote qui s'arrêtent à la moindre petite fleur, au moindre petit truc, et qui déambulent comme des enfants, paisiblement quoi, genre vraiment. Et j'ai trouvé ça tellement drôle parce que c'est tellement vrai, on n'envisage pas du tout la rue de nuit de la même manière, et je remercie Aziz Ansari pour avoir exprimé cette vérité-là de manière aussi comique. Ensuite, dans le même esprit, j'entends par trentenaire à New York et vie banale et sentimentale, Love, porte bien son nom. Alors Love, c'est créé par Judd Apatow et qui est aussi à l'origine de la série Freaks and Geeks, qui est aussi en soi une série entre guillemets classique que tout le monde devrait avoir vue. Donc Love, c'est quoi? C'est deux protagonistes, donc un masculin, un féminin. Donc nous avons Gus d'un côté, nous avons Mickey de l'autre, et qui vont se rencontrer de manière complètement nulle en soi, enfin vraiment sans aucune magie, et qui vont commencer donc à se côtoyer et peut-être à avoir une relation amoureuse. Ils sont tous les deux horribles en soi, ils sont vraiment dans des excès dans leur type de personnalité chacun. Moi en fait quand j'ai commencé à regarder cette série, j'étais dans une situation personnelle un peu similaire à ce qui se passe au début, ce qui fait que forcément je m'identifiais beaucoup à la fille, à Mickey. Du coup, à un moment donné, j'ai dû carrément stopper la série et me dire non mais là, je peux pas aller plus loin parce que j'ai peur que ça m'influence dans ma façon de gérer les choses dans ma vie réelle. Donc voilà, c'est pas excessivement drôle. Moi je pense que j'ai beaucoup aimé justement parce que j'ai eu ce côté où je me suis un peu retrouvée dans ce personnage-là. D'ailleurs je suis pas la seule, enfin il y a des gens qui m'ont dit ah Mikey elle te ressemble mais vraiment de manière exagérée. Enfin, peut-être que vous aussi vous vous retrouverez dans ce personnage et dans les rapports qu'elle a avec les autres. Ou pas. Troisième série dans cette catégorie générationnelle, nous avons Broad City. Alors Broad City, j'adore, j'ai l'impression de vendre alors Broad City, yo guys, it's amazing. Deux jeunes filles potes qui ont entre 22 et 25 ans, je ne sais pas exactement d'ailleurs, à New York, dans leur quotidien, on les suit. Sauf qu'alors là, c'est tout l'inverse de la normalité, banalité qu'on a pu voir, enfin que vous verrez ou pas, en tout cas dans Master of None et dans Love. Là, c'est de l'humour burlesque, grotesque, c'est trash, c'est parfois pipi caca, des blagues sexuelles et c'est poussé, c'est pas fin quoi, c'est pas fin du tout et c'est tellement grotesque que pour le coup ça me fait rire alors que c'est très 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 éloigné de ce qui me fait rire en général. Mais Ilana et Abby qui sont deux potes qui ont genre des tafs de merde, elles échouent dans pas mal de choses, elles ont un rythme de vie qui n'a pas de sens. Et ce que j'aime vraiment en fait dans cette série c'est déjà c'est produit par Amy Poehler donc encore une fois je suis fan d'elle et de Tina Fey qui avait produit 30 Rock, qui est très très dur finalement de parler de séries sans parler d'autres parce que tout se rejoint, mais 30 Rock, donc 30 Rock, c'est une série aussi que vous devez absolument voir, c'est à mourir de rire. Ce que j'adore c'est que ça déconstruit tellement les femmes en fait, elles sont tellement peu classe
que c'est génial quoi. La série, quand elle est sortie, a beaucoup été comparée à Girls, comme la version plus trash de Girls. Enfin, ça a complètement rien à voir. Donc Broad City, si vous êtes prêts à rigoler et à voir des filles faire des choses qu'on ne les voit jamais faire dans d'autres séries, allez-y. Dernière série de cette catégorie, c'est la série Unreal. Elle parle des dessous d'une télé-réalité type The Bachelor aux États-Unis. Donc on va suivre un des personnages, Rachel, qui travaille sur cette télé-réalité. Ça nous permet un peu de voir en fait toute la manipulation psychologique que les producteurs mettent en œuvre pour permettre de créer des dramas, des scandales en direct. On voit vraiment que c'est une sorte d'énorme partie de jeu type Sims, mais version grandeur nature avec de vraies personnes. Et ça va très très loin. On le sait, enfin je veux dire, la télé-réalité, ce n'est pas de la télé-réalité, c'est comme toute émission, c'est scénarisé, bien sûr. Voir qu'il y a autant de manipulations dites indirectes pour avoir ce qu'on veut de la part de personnes, c'est assez fascinant. Et c'est assez violent aussi. Je n'ai jamais regardé télé-réalité de ma vie, du tout. La seule télé-réalité en soi que je regardais, c'était American Next Top Model. Je regardais ça, à chaque fois je me disais, chaque protagoniste a plus ou moins une personnalité bien spécifique, bien forte, et tout le monde rentre un peu dans des petites cases qu'on retrouve toujours d'une émission à l'autre. Ça explique un peu tout ça, leur recherche de profil, comment ils castent. En dehors de ça, bon, le personnage principal, Rachel, vaut ce qu'il vaut, mais on la suit aussi, elle, dans sa propre vie complètement empoisonnée par ce programme. Et maintenant, donc, dernière catégorie, les 4 dernières séries que j'ai à vous conseiller. Donc, j'ai appelé cette catégorie-là science-fiction, mais enfin... Voilà, par exemple la première série dont je vous vais parler, c'est pas réellement de la science-fiction de par le fait que techniquement il se passe rien de possible. Mais bon, je l'ai mis là-dedans parce que bon... Mister Robot, Mister Robot, Mister Robot... Ah, j'aurais dû faire des blagues comme ça à chaque titre. Ou pas. L'histoire de Elliot, qui est un informaticien et qui va devenir pirate quand il va faire la rencontre d'un groupe de cyber-justiciers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elliot, qui est joué par Rami Malek, dont je suis complètement amoureuse, est quand même un personnage décrit comme ayant des anxiétés sociales et un peu paranoïaque sur les bords. Vous allez vite comprendre en fait le dénouement de la série est quand même vite vu et va vous rappeler évidemment un classique du cinéma. La série a été inspirée au réalisateur par le printemps arabe et qu'il a décidé donc de créer une série sur le pouvoir révolutionnaire qu'on pouvait trouver dans internet, dans le web et dans les pratiques dites geek. Ce qui est aussi d'ailleurs intéressant si vous êtes un peu geek, c'est que la plupart en fait des techniques qui sont utilisées par Elliot dans la série sont des techniques réellement utilisées par les pirates, par les hackers. Et ça c'est cool parce qu'en général c'est toujours représenté de manière un peu aléatoire ou très... à côté de la plaque. Et puis donc Elliot a vraiment des beaux discours un peu anticapitalistes comme ça qui sont très vrais et très, très inspirants aussi. Je suis pressée de voir ce que donnera la saison 2. Ensuite donc là on est vraiment dans la science-fiction plus ou moins, c'est la série The Leftovers. J'ai essayé de trouver une blague mais je n'ai pas trouvé pour celle-là. Alors The Leftovers, le synopsis c'est simple, c'est du jour au lendemain 2% de la population mondiale a disparu. Genre, clic. Là j'aurais pu vous faire un montage, je suis là, je ne suis pas là en claquant dans les doigts, mais j'ai la flemme de me lever et de le faire. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Voilà, ma blague est faite. Du jour au lendemain, 2% de la population mondiale disparaît, donc partout sur Terre. Vraiment quand je dis disparaît, c'est disparaît. Ça veut dire c'est pas on les enlève quelque part, c'est juste ils disparaissent. Tu les vois plus, voilà. La série va se concentrer sur 3 ans plus tard, comment la population a géré cet événement inexpliqué et inexplicable. Donc est-ce qu'il faut faire un deuil de ces personnes disparues? Est-ce qu'elles sont mortes? Est-ce qu'elles reviendront? Et par rapport à la religion, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Dieu qui les a pris? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc il va y avoir des constructions de sectes, plein de choses. Alors certes c'est particulier parce qu'on va rien vous expliquer. Alors ça il faut abandonner l'idée tout de suite. Le but de la série n'est pas du tout de vous dire le pourquoi du comment ces gens ont disparu et où ils sont allés. Tout ça, vous êtes exactement à la même place que les personnes que vous regardez évoluer à travers ce deuil-là parce que vous ne savez pas. On m'a conseillé cette série en me disant bon écoute, je pense que c'est bien que tu la regardes parce que de toute façon personne ne sort indemne de cette série. Quoi qu'il advienne, tu risques sûrement de pleurer un moment. Et sur le moment j'étais là, ouais bien sûr c'est ça. Et c'est vrai. La saison 2 est un peu répétitive et à mon sens moins intéressante que la première, mais ça vaut le coup de regarder les deux en tout cas. Avant-dernière série de cette petite liste. Je sais pas comment on prononce le titre, j'ai jamais entendu quelqu'un le prononcer donc je vais le dire à ma manière. Sense8.
ou Sens 8 en français. C'est l'histoire de 8 personnages qui se retrouvent connectés et qui vont interagir dans les vies respectives de chacun. Alors dit comme ça, c'est un peu étrange. Dans la même lignée que The Leftovers, on va pas vraiment vous expliquer le comment du pourquoi. Hein. Les premiers épisodes vous donnent l'impression qu'on essaye de savoir ce qui se passe, mais au final pas tant que ça. Et au début, c'est pas du tout le type des séries où vous regardez le premier épisode, vous regardez le pilote et vous dites Waouh, trop cool, j'ai envie de continuer. Non, pas du tout. Il va falloir vous accrocher parce que les premiers épisodes laissent un peu sur le carreau. C'est même pas genre on déteste ou on aime, c'est juste je comprends pas. Passer cette impression là, après une fois que ça démarre, ça démarre. Ça explose et là vous avez envie de tout regarder d'un seul coup. Il y a des scènes de combat qui sont absolument sublimes, notamment via un des personnages qui est donc le personnage coréen Sun. Les personnages sont donc 8 et un peu partout dans le monde, donc ça c'est cool parce qu'on voyage pas mal, on va en Corée, on va en Islande, à Reykjavik, on va à Londres, à Mexico, à Bombay, et justement l'une des choses donc que je leur reproche c'est de pas avoir regardé les langues originales, que je trouve dommage parce que j'aurais adoré entendre l'actrice qui joue l'islandaise parler en islandais. Bien sûr ils expliquent un peu l'idée comme quoi, comme ils sont tous connectés, ils se comprennent tous mutuellement, donc ils parlent tous entre guillemets la même langue, mais je trouve ça dommage parce que ça nous coupe vraiment de ce côté un peu mondial quoi. Les personnages sont absolument attachants. En plus ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est qu'il y a une représentation de personnages qu'on voit très peu, c'est-à-dire qu'il y a un personnage transgenre par exemple, ce qui est en soi très rare dans les séries aujourd'hui, donc ça c'est cool. Mon favori c'est Wolfgang, si vous regardez, je suppose que ce sera votre favori à tous. Accrochez-vous, c'est une série géniale. Ça y est, on arrive à la dernière série que je veux vous conseiller, c'est la fin de ce top 10. Cette dernière série, j'ai un peu triché parce qu'elle n'a pas une ou deux saisons, pas du tout, on en est à la 4e en ce moment même, donc c'est de la triche complète. Cette série-là, c'est Orphan Black. Alors, Orphan Black, c'est l'histoire d'une femme qui découvre tout à coup qu'elle a un clone des clones, qui est absolument génial dans cette série. C'est déjà que tous les clones ont une personnalité bien définie, mais attendez, c'est pas tout. C'est qu'il n'y a qu'une seule actrice derrière tous les clones, puisqu'évidemment elles sont toutes physiquement identiques, elles jouent tous les rôles. Et ça c'est un truc de dingue, parce que quand on regarde les épisodes, alors au début on se dit waouh c'est fou, et après on l'oublie complètement en fait. Complètement. Chaque fois que je lis des commentaires après chaque épisode, les gens, même au bout de la 4e saison, reviennent toujours en disant waouh. C'est une seule actrice, et l'actrice en question c'est Tatiana Maslany, une seule actrice qui joue tous les clones, moi. Et bon là j'exagère de ouf, mais c'est quand même une performance dingue. Comme dans tous les commentaires ils le disent, elle mérite un Oscar, ouais. Ouais. Le scénario a des hauts et des bas. L'humour en soi est dedans plutôt chouette. Chacun des clones est complètement à l'inverse des uns et des autres en tout cas. Et c'est fascinant, je les adore tous, toutes. En fait je me rends pas trop compte là tout de suite en parlant si j'ai décrit les choses de manière à donner envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si dans la liste que je vous ai proposée, il y en a que vous avez déjà vu, ou que vous voulez absolument voir du coup, ou même des séries que vous avez envie de me conseiller ou de conseiller aux autres en particulier que je n'aurais peut-être pas vu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, bah, passez de bons week-ends dans votre lit à regarder toutes ces séries bien au chaud, surtout qu'en ce moment il fait tellement moche. Salut, à la prochaine!